Bonjour à tous, je m'appelle Béatrice. Si vous me demandez quel est mon souvenir d'enfance le plus fort, je vous dirai les disputes sans fin de mes parents. Ils se hurlaient dessus tout le temps. Même quand j'étais encore petite, je voyais bien qu'ils se détestaient. Finalement, ils ont décidé de divorcer. Et même si je n'avais que 7 ans, je fus très heureuse de l'apprendre. Je me rappelle d'un truc drôle. Étant habituée à leurs disputes, lorsque maman m'a dit « Béatrice, ton père ne va plus vivre avec nous », je lui ai demandé « Donc, vous allez vous disputer au téléphone ?» Même après le divorce, ils devaient encore se parler, à cause de moi. Mon père m'aimait beaucoup. Il passait me prendre chaque samedi matin et me ramenait le dimanche soir. Ma maman avait arrêté de travailler quand elle m'a eue. Après le divorce, elle a cherché du travail, mais en vain. Donc, on a dû compter sur l'argent de mon père. Mon père m'aimait vraiment. Il composait de la musique pour des pubs. J'aimais beaucoup la musique et parfois, il m'emmenait au concert de ses amis. C'est à l'un de ces concerts que j'ai vu un ukulélé pour la première fois. C'était si petit que j'ai cru qu'il s'agissait d'une guitare pour enfants. J'ai demandé « Papa, pourrais-tu m'acheter une guitare Kitty ?» Mon père a éclaté de rire. Il m'a offert un ukulélé après le concert. Mon père savait jouer de nombreux instruments. Il se mit à m'apprendre à jouer du ukulélé. À cette époque, ma mère a eu un nouveau copain. Ce gars logeait souvent chez nous, et je ne sais pas pourquoi, mais elle voulait que je l'appelle papa. Ce week-end-là, j'en ai parlé à mon père. Il s'est mis en colère. Et il appela ma mère. Il dit « Pourquoi obliges-tu Béatrice à appeler quelqu'un qu'elle ne connaît pas papa ? Si cet homme revient encore chez toi, je garde Béatrice avec moi. » Une énorme dispute éclata au téléphone. Quand mon père me déposa à la maison le dimanche, elle dit « Ne t'avise pas de me menacer encore une fois, ou c'est la dernière fois que tu vois Béatrice. » Après ça, il y eut une dispute encore plus violente. Papa vint dans ma chambre avant de partir. Il avait un portable qu'il n'utilisait que pour le travail. Il me le donna. Il dit « Chérie, si cet homme revient encore ici, appelle-moi. » Puis il m'embrassa et partit. D'habitude, mon père m'appelait chaque soir. Le soir suivant, il n'a pas appelé, donc je l'ai appelé. Son téléphone sonnait, mais il ne répondait pas. Je l'ai rappelé le jour suivant. Cette fois, son téléphone était éteint. J'en ai parlé à ma mère car j'étais inquiète, mais elle s'en fichait. Elle s'énerva lorsqu'elle découvrit que mon père m'avait donné un portable et le prit. Ce samedi-là, je me suis levée tôt comme tous les samedis et attendis que mon père arrive. Il ne m'avait pas appelé de toute la semaine, mais j'étais sûre qu'il viendrait. Mais il ne vint pas. Nous avons attendu midi. Ma mère s'inquiétait aussi. Son portable est éteint, je vais passer chez lui. Et elle partit. Quand elle revint, elle dit « J'ai sonné, mais personne n'a ouvert la porte. » Hélas, après ce jour-là, nous n'avons plus entendu parler de lui. Si quelque chose d'horrible lui était arrivé, nous l'aurions appris. On aurait dit qu'il avait disparu exprès. Puisqu'il ne nous versait plus d'argent, ma mère se remit à chercher du travail. Par chance, elle trouva un emploi dans un supermarché. Mais l'argent qu'elle gagnait ne suffisait pas pour payer le loyer. Nous devions emménager dans une maison plus petite. Ensuite, les choses ne firent qu'empirer. Nous déménagions tout le temps. Parfois, on se faisait même expulser parce qu'on ne pouvait pas payer le loyer. Ma mère n'allait pas bien psychologiquement. Lorsqu'elle a perdu son emploi, nous avons habité chez ma tante quelque temps. Ouais, la vie était vraiment dure. Mais je ne m'en souciais pas vraiment. Tout ce qui m'inquiétait, c'était mon père. Il me manquait tellement. Certaines nuits, je m'endormais en serrant ma guitare Kitty qui me faisait penser à lui. Lorsque j'étais en 2e année, ma mère se mit à parler à un homme qu'elle avait rencontré en ligne. Mais elle ne le voyait pas souvent, car il vivait loin, dans une autre ville. Un jour, elle me dit « Brett veut qu'on vienne habiter chez lui, qu'en dis-tu » Cela signifiait que nous devions déménager dans une autre ville et que je devais changer d'école, mais j'ai quand même dit oui. Parce qu'après toutes ces années, il y avait quelqu'un dans la vie de ma mère, et Brett semblait être un type bien. Emménager chez Brett était la meilleure décision que nous ayons prise. Pour la première fois de ma vie, je me sentais enfin en paix. Brett était avocat et il voulait que j'étudie le droit parce qu'il pensait que je pourrais exceller dans ce domaine. Cela me parut être une excellente idée. J'ai décidé de commencer à me préparer pour la fac. Je pensais faire du bénévolat pour pouvoir le noter dans ma candidature. Via mon école, j'ai vu que je pouvais être bénévole à la soupe populaire. On m'a envoyé à une soupe populaire qui avait besoin d'aide. J'y allais 2 fois par semaine au début. En général, ce sont les sans-abri qui viennent à la soupe populaire. Et dans la ville où j'habitais, il y avait beaucoup de sans-abri. Avant, je traversais la rue pour changer de trottoir chaque fois que je voyais un sans-abri, car il sentait très mauvais. Mais le fait de travailler à la soupe populaire me fit voir les choses autrement. Bon, ils sentent toujours mauvais, mais ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et pour la plupart, ils n'ont pas choisi de vivre dans la rue.
Au bout d'un moment, j'ai appris à les connaître. Certains étaient de véritables phénomènes. Ils me faisaient beaucoup rire. Chaque jour, j'étais impatiente d'aller travailler. Un soir, sur le chemin du refuge, je vis un homme allongé sur un banc. Il était différent des autres sans-abri que je connaissais. Il avait l'air d'aller vraiment mal. Je l'ai secoué, il m'a regardé. J'ai dit « Je peux vous conduire dans un lieu où vous pourrez manger ?» Avant qu'il pût répondre, il reposa sa tête. Il ferma les yeux. Je répétais ma phrase, mais il ne répondit pas. Je lui donnai quelques pièces et m'en allai. Le jour suivant, je revis le même homme. Cette fois-ci, il était assis. Il avait le regard vide. Je m'assis à côté de lui. Il ne me regarda pas. Je lui dis « Avez-vous faim ?» Il ne répondit pas. Je me suis levée, j'ai attrapé son bras et j'ai essayé de le tirer. « Venez avec moi. On va dans un lieu où vous pourrez manger. » lui dis-je. Il se leva sans dire un mot. Nous avons marché ensemble. J'étais habituée à l'odeur des sans-abri, mais ce gars-là dépassait tout. Et son visage était si sale qu'on ne pouvait même pas voir de quoi il avait l'air. C'était comme s'il portait un masque fait de boue avec 2 trous pour les yeux. Arrivé à la soupe populaire, je l'ai conduit à la salle de bain. « Vous devez vous laver les mains. Vous ne pouvez pas manger comme ça, » lui dis-je. Toujours aucune réaction. J'entrai avec lui. J'ouvris le robinet. Je lui savonnai les mains, puis le visage pendant un long moment. Puis je rinçai avec de l'eau. Quand je l'ai regardé, je n'en ai pas cru mes yeux. C'était mon père. « Papa !» ai-je crié et je l'ai serré dans mes bras. Il n'a pas réagi. « Papa, c'est moi, Béatrice, ta fille Béatrice !» ai-je hurlé. J'avais retrouvé mon père, mais il ne me reconnaissait pas. Il regardait juste son visage dans le miroir. Probablement parce que c'était la première fois depuis très longtemps qu'il voyait son visage. Au refuge, nous avions un bénévole nommé Mathieu. Je pensais qu'il pourrait m'aider, car il était sans abri aussi. Quand j'ai tout raconté à Mathieu, il était très surpris. « Je le vois dans le coin depuis des années. Il ne parle à personne. Il a toujours été comme ça. Il a probablement des problèmes mentaux. Impossible de le ramener à la maison dans cet état. » Mathieu vivait dans un bâtiment désaffecté avec d'autres personnes. Je lui ai demandé « Mon père peut-il rester un peu avec vous? Je vais chercher un moyen de l'emmener chez un médecin. » Il acquiesça. Il me promit de veiller sur mon père. Ce soir-là, en rentrant, je dis à ma mère et à Brett que j'avais retrouvé mon père. Ma mère n'en croyait pas ses oreilles. Elle dit « En es-tu sûre? C'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble ?» Je dis « J'y ai pensé aussi. C'est pour ça que je vais faire un petit test demain. » Brett dit « Je peux t'aider à trouver un médecin. » J'étais si émue que j'ai sauté dans ses bras. Je vous avais dit qu'il était très gentil. Le lendemain, je suis allée à l'endroit où vivait Mathieu. Mon père était assis dehors, le regard toujours vide. J'ai sorti mon ukulélé. Ouais, c'était ça le test. Si c'était vraiment mon père, je pensais qu'il réagirait sûrement au ukulélé. Mais il ne me regardait même pas. J'ai commencé à jouer en essayant de me souvenir des accords qu'il m'avait appris. Au bout d'un moment, il s'est penché vers moi. Il a touché le ukulélé et a dit « Guitar Kitty ». Je l'ai regardé, il m'a regardé. « Guitar Kitty », répétait-il. Je l'ai étreint et je me suis mise à pleurer. Mon père répétait « Guitar Kitty » comme s'il s'accrochait désespérément à quelque chose dont il avait du mal à se souvenir. Je pensais que mon père souffrait d'une maladie mentale, mais à l'hôpital, il s'est avéré que j'avais tort. Le médecin examina mon père minutieusement. Il fit tout un tas d'examens. Enfin, il posa un diagnostic. D'après lui, mon père souffrait d'une grave commotion cérébrale. Cela signifie un choc très violent à la tête. Il avait sûrement eu un accident de voiture. Il a donc eu ce qu'on appelle un traumatisme crânien. Si l'impact sur la tête est très grave, des dommages permanents peuvent affecter les capacités cognitives. C'est pour cela que mon père était ainsi. La commotion avait causé une sorte de déficience intellectuelle. Le pire, c'est que ça ne se soigne pas. On ne sait pas comment il est arrivé dans une autre ville. Ma théorie, c'est qu'après m'avoir quitté à l'époque, il a dû se faire renverser par une voiture. Le chauffeur a dû le mettre dans sa voiture pour l'emmener à l'hôpital, et puis a changé d'avis et l'a déposé dans un lieu où il ne serait reconnu par personne. Et c'est la ville où nous vivons. Tout ce temps, j'avais cru qu'il nous avait abandonnés, mais en fait, il vivait ici. Grâce à Brett, mon père est entré dans un centre de vie assisté. Je vais le voir chaque jour et je lui raconte tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je ne sais pas s'il comprend tout ce que je lui dis, mais ça me fait du bien d'enfin pouvoir passer du temps avec mon père. Je joue aussi du ukulélé pour lui et il entonne à chaque fois le refrain « Guitar Kitty, Guitar Kitty ».